Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tatiana Batek, interne de médecine générale à Lyon et vice-présidente de l'ISNAR-IMG. Bonjour, oui, je suis un peu plus petit. Je suis Stéphane Bouxom, interne de médecine générale à Saint-Étienne et porte-parole de l'ISNAR-IMG. La fin d'année 2016 a été marquée par 2 textes tentant de réguler l'installation des jeunes médecins. Le premier par des mesures de conventionnement dit sélectif. Le deuxième ajoutait à ces mesures de conventionnement sélectif une obligation d'installation 3 ans à l'issue de l'internat. La cause de ces 2 textes, c'est que les inégalités d'accès aux soins dans le territoire sont de plus en plus criantes. En tout cas, elles sont de plus en plus médiatisées. Alors, les problèmes d'accès aux soins sont multifactoriels, et c'est toute la difficulté et c'est tout l'enjeu pour les comprendre. D'abord, il faut discerner le problème de l'accès aux soins de premier recours de celui de l'accès aux soins des spécialités de second, voire de troisième recours. Ce qui inquiète nos concitoyens et ce qui revient souvent dans les médias, c'est la peur de ne pas trouver un médecin généraliste à côté de chez soi. Pourtant, les chiffres qui sont utilisés pour dénoncer les zones dites surdenses sont très souvent des chiffres relatifs à une densité de spécialités, notamment des spécialités chirurgicales, concentrées auprès de plateaux techniques lourds. Mais traitons donc de la médecine ambulatoire de premier recours, puisque c'est majoritairement le cadre d'exercice dans lequel nous allons pratiquer, nous, internes de médecine générale. Dans les différents aspects de l'accès aux soins, nous aurions pu, par exemple, centrer notre propos sur la dimension sociale. Les populations précaires renoncent de plus en plus aux soins. La Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE, a mis en avant une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante qui montre que 34% des étudiants sont contraints de renoncer aux soins pour des raisons financières. Mais concernant la médecine générale, 93% des praticiens exercent en secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires. Ils sont 56% pour les autres spécialités. Le reste à charge en médecine générale est donc modéré. Nous aurions pu également aborder la question du temps médical disponible, avec notamment une charge administrative décriée par un nombre de médecins libéraux, puisqu'elle est de plus en plus présente dans nos consultations. Une autre crainte qui est souvent évoquée, notamment par les médecins seniors, c'est le temps de travail et le nombre de consultations que réaliseront chaque jour les futurs médecins que nous sommes. Tordons d'emblée le cou à une idée reçue, la féminisation n'y est pour rien. C'est générationnel. Selon une enquête de l'ISNAR-IMG datant de 2011, les internes, hommes ou femmes, ont un temps de travail souhaité significativement différent, mais en réalité avec une différence très faible. Et accessoirement, cette même enquête montre que la volonté annoncée de temps de vacances est de 7,3 semaines pour les femmes et 7,4 pour les hommes. Mais oui, notre génération souhaite accorder plus de temps à sa vie personnelle. Le contexte sociologique a changé et heureusement. Il est loin le temps du médecin enchaînant ses 70 heures avec 60 consultations par jour, pendant que sa femme s'occupe, elle, de la maison, des enfants et, sur son temps libre, de la comptabilité du cabinet. Mais ce qui cristallise le plus les tensions, entre autres parce que c'est facilement analysable, c'est l'inégale répartition des médecins sur le territoire. Pourtant, la France, et même si les systèmes de santé ne sont pas comparables, compte plutôt plus de médecins par habitant que ses homologues européens.
Dans un rapport sur les conditions d'installation, l'Observatoire national des démographies des professionnels de santé a publié en mars 2015 une enquête montrant qu'un ratio de 1250 patients par médecin équivalent temps plein était constaté en France. Ce même ratio est de 1575 en Angleterre et de 2300 aux Pays-Bas. Mais il est vrai qu'en France, les médecins sont inégalement répartis sur le territoire et ce, à une échelle des bassins de vie. Par exemple, en Aquitaine, la densité de médecins généralistes moyenne est de 141,7 médecins pour 100 000 habitants. Elle est sur le territoire en moyenne à 131. Mais au sein de cette même région, le Lot-et-Garonne compte 107,4 médecins pour 100 000 habitants, alors que le département voisin, les Pyrénées-Atlantiques, en compte 153. Un poster dans le hall des expositions va plus loin dans le développement de ces exemples d'échelle territoriale en prenant une illustration sur un bassin de vie stéphanois. En même temps, aucun indicateur ne corrèle de façon efficace l'offre de soins et les besoins de soins. De fait, la demande en soins sera beaucoup plus forte dans un territoire où la population âgée est plus nombreuse. Et en parallèle, l'offre réelle de soins de premier recours sera moins importante dans une zone où un plus grand nombre de médecins généralistes exercent des activités annexes comme la médecine esthétique. Ajoutons à cette inégale répartition les prévisions à court terme qui sont très alarmantes. En marge du dernier atlas de démographie médicale, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est ému du départ à la retraite prochaine de 20% des médecins généralistes sur les 8 à 10 ans à venir. Alors en effet, on constate sur la pyramide des âges des médecins généralistes que 12 000 d'entre eux ont entre 60 et 64 ans et 5 000 ont plus de 65 ans. Ça fait donc 17 000 des 8 886 médecins généralistes actuellement inscrits au tableau de l'ordre qui ont 60 ans ou plus. Et l'Île-de-France serait la plus touchée par ce phénomène de départ à la retraite puisque 25% des médecins d'Île-de-France pourraient partir en retraite. Preuve, si besoin en était, que ces problèmes de zones fragiles ne touchent pas du tout que les zones rurales, loin de là. Alors, si nous ne sommes déjà pas assez nombreux pour couvrir tout le territoire, le départ à la retraite de nos aînés devrait nous inquiéter. Et pourtant, il y a des leviers d'action. Nous pourrions par exemple améliorer les réseaux de soins, ou développer l'interdisciplinarité, ou travailler en meilleure coordination de soins. Et concernant la coordination de soins, un atelier est spécifiquement dédié un peu plus tard dans le Congrès. Mais restons dans les chiffres. Le levier le plus connu et le plus médiatique reste le numerus clausus. Le numerus clausus, qui est ce nombre qui limite l'accès à la deuxième année et donc à la poursuite des études de médecine, est une notion facile à comprendre, mais de fait, avec des raccourcis qui sont très souvent faits. Il n'y a pas assez de médecins, on en limite l'accès aux études, et on n'a qu'à supprimer le numerus clausus. C'est sans compter qu'une augmentation du numerus clausus n'a d'effet que dans 10 ans, et que dans 10 ans, la situation démographique ne sera pas la même. En marge, une augmentation du nombre d'étudiants sans la corréler avec une augmentation des moyens pédagogiques, notamment d'encadrement, dans les terrains de stage et dans les missions universitaires comme la rédaction de thèses, entraîne de facto une dégradation de la qualité de notre formation. Mais revenons au numerus clausus. Il a plus que doublé entre 1998, où il était à 3500, et 2008, où il passait à 7500, pour être aujourd'hui à plus de 8000 avec les passerelles entrantes. Et si on se focalise sur la médecine générale, l'arrêté fixant le nombre de postes à ouvrir aux prochaines ECN propose 3750 postes en médecine générale, soit plus d'un cinquième du nombre de médecins généralistes de 60 ans et plus.
La relève est donc assurée. Mais les prévisions de la direction de la recherche et de l'évaluation des statistiques, et même si elles ne sont pas parfaites, ne prévoient pas de nette amélioration de la situation démographique avant 2025. En attendant, les patients s'inquiètent et sollicitent leurs élus locaux, ainsi que leurs parlementaires. Et parmi eux, certains pensent qu'il y a une solution miracle qui résoudrait dès demain ce problème de l'inégale répartition. Et c'est probablement ce qui a généré les deux textes que j'ai évoqués tout à l'heure et dont je laisse Tatiana vous présenter le contenu. En octobre 2016, l'amendement AS 419 du PLFSS 2017, projet de loi de financement de la sécurité sociale, a proposé le conventionnement sélectif des médecins en zone dite surdotée, et ce, en l'absence totale de concertation avec les représentants des professionnels de santé. Cette mesure visait à interdire le conventionnement d'un médecin libéral s'installant dans une zone dite surdotée, sauf si un médecin libéral cessait son activité dans cette même zone. Devant cette proposition, qui risquait d'entraîner un déconventionnement des médecins et donc la création d'une médecine à deux vitesses, délétère pour les patients, l'ISNAR-IMG, accompagnée des autres structures jeunes, n'est pas restée spectatrice du risque d'effondrement du système de santé. Elle s'est montrée réactive en interpellant les différents acteurs politiques. Elle s'est mobilisée, notamment au travers du réseau des structures locales, et a pu rencontrer les acteurs engagés sur ce projet. Elle a, par exemple, été reçue et écoutée lors d'une audition par Madame Le Morton, présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Madame Delaunay, rapporteure, et Madame Le Houerou, à l'origine de ce projet. Cette intervention ne s'est pas résumée à un mouvement purement contestataire. Au contraire, l'ISNAR-IMG s'est positionné comme force de proposition en matière de démographie médicale. Ce travail a permis de sensibiliser les élus et leur faire prendre conscience de l'inefficacité et de la dangerosité de cette mesure. Finalement, cet amendement a été retiré. Quelques semaines plus tard, une nouvelle proposition de loi sur la démographie médicale est déposée par le député Philippe Vigier. Cette dernière ambitionnait entre autres de porter atteinte à la liberté d'installation par le vote de mesures de coercition entendant obliger les jeunes professionnels à s'installer dans une zone dite sous-dotée durant 3 ans à l'issue de leur internat. À 2 reprises, l'ISNAR-IMG a rencontré l'auteur de cette proposition de loi en présence des autres structures jeunes pour lui faire part de son opposition et surtout l'expliquer. De plus, elle a réalisé une contribution analysant article par article ce texte en citant ses revendications et en réclamant des mesures incitatives. Cette contribution est d'ailleurs disponible sur le stand de l'ISNAR-IMG et sur son site internet. Les différents acteurs se sont saisis de ces revendications, ont repris ces arguments et ont finalement rejeté le texte. Certaines collectivités ont déjà appliqué avec succès certaines des propositions prônées par l'ISNAR-IMG. C'est l'exemple de l'Aveyron, pionnier en la matière, qui a mis en place des mesures incitatives efficaces portant déjà leurs fruits. Notamment, une campagne de recrutement massif des maîtres de stage des universités, la création d'une aide financière à l'hébergement des internes, la création d'un chargé de mission au conseil départemental dont le rôle est d'assister les jeunes médecins dans leurs projets d'installation, encore la création de maisons de santé labellisées ARS en concertation avec les professionnels de santé. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir Madame Tessèdre, qui est présente sur le stand de l'Aveyron et qui vous expliquera les mesures dont je vous parle avec plus de précision. Ces initiatives se sont vues couronnées de succès.
le département ayant vu passer le nombre de ses maîtres de stage de 11 à 56 en 10 ans. Et pour la première fois en 2016, une démographie médicale en augmentation. Comme nous pouvons le constater, les problématiques de la démographie médicale ne sont pas une fatalité. Il existe plusieurs solutions déjà mises en place, comprenant essentiellement des mesures incitatives. Néanmoins, celles-ci sont très récentes et n'ont pas encore pu être évaluées. Il est donc prématuré pour juger d'une éventuelle inefficacité. La régulation de la démographie médicale ne se réduit pas à l'unique gestion du nombre de médecins en activité. Elle passe également par l'amélioration de la coordination des soins, la délégation des tâches, les CESP, contrats d'engagement de service public, les contrats de PTMG, praticien territorial de médecine générale, ou encore, plus récemment, les contrats de PTMR, praticien territorial médical de remplacement. Trop tôt. Tant pis. Malgré ces avancées, une vigilance reste de mise. Il est donc nécessaire que nous, futurs médecins, participions activement à la modernisation de notre système de santé, en défendant nos positions et aspirations pour l'avenir, tout en ayant conscience du rôle que nous avons à jouer et de nos responsabilités. Encore une fois, si vous êtes intéressés par plus d'informations et de bibliographies sur le sujet, nous vous renvoyons aux différents posters et guides disponibles sur notre stand. Nous vous invitons maintenant à réagir si vous le souhaitez. Merci à toutes et à tous de votre attention. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Oui, alors là-haut, il y a une demande d'intervention. Est-ce qu'on peut apporter un micro ? Tout en haut. D'ailleurs, on applaudit bien fort Cathy. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour Stéphane, on se connaît déjà. Bonjour Tatiana, on ne se connaît pas encore. Je suis un responsable associatif de l'ANEMF ou des choses comme ça avant. Et je vais préciser tout de suite que ce que je vais dire n'engage vraiment que moi. Et je pense que je vais me faire taper avant la fin du congrès. J'ai un gros problème en fait avec ce que tu disais sur le conventionnement sélectif. C'est-à-dire que tu l'as présenté en disant que ce n'était pas une bonne mesure, mais finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'arguments contre. Le conventionnement sélectif, il faut savoir que normalement, c'est censé déjà exister, puisque normalement, une installation, c'est une lettre de motivation auprès du Conseil de l'Ordre, et que c'est au Conseil de l'Ordre de donner son approbation, ce qui se fait en fait pour les pharmaciens, pour les kinés, déjà. Et on n'entend pas parler de problème de démographie médicale pour les pharmaciens ou pour les kinés. Peut-être un peu plus pour les kinés, mais ça marche déjà mieux qu'en médecine. Tout ça pour dire que peut-être que si le Conseil de l'Ordre avait pris ses responsabilités avant pour arrêter de mettre des médecins qui s'installent dans des zones où il n'y a pas de problème d'accès aux soins, et je pense qu'on en connaît tous au travers de nos stages, je donnerai un exemple après, peut-être que si le Conseil de l'Ordre avait fait son boulot là-dessus, on n'en serait pas là à avoir des interventions de l'État et finalement de politiques qui cherchent à avoir surtout une image plutôt que des solutions concrètes. Quand je parle de... Je vais juste faire une aparté sur dire qu'il y a des zones, nier le fait qu'il y a des zones où il y a trop de médecins. Moi, j'ai fait des stages, je vais faire de la médecine libérale plus tard, je veux aller en campagne, très clairement. J'ai fait des stages dans des zones qu'on appelle semi-rurales, où les médecins voient 20 patients par jour. 20 patients par jour, c'est pas énorme. Ça peut être un choix, mais c'est pas énorme. Excuse-moi, mais on n'a pas énormément de temps pour toutes les interventions. Ok, merci. Mais je termine juste là-dessus pour dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas de problème d'accès aux soins, quand même, notamment autour des grandes villes. Et que ça me semble un peu compliqué de nier qu'il n'existe pas déjà une médecine à deux vitesses, parce qu'on n'est pas en train d'en créer une, elle est déjà existante.
que ce soit en termes d'accès aux soins, financiers ou temporels. Merci. Alors merci beaucoup pour cette remarque. Concernant les mesures de limitation de l'installation par des biais de conventionnement sélectif, pour connaître l'ensemble des propositions de l'ISNAR-IMG et des arguments à l'encontre de cette proposition, je t'invite à faire un tour sur le stand de l'ISNAR-IMG où tu découvriras un certain nombre de guides et notamment la réponse que nous avons pu faire à la proposition de loi Vigier ou encore le livre blanc de l'ISNAR-IMG. Et puis sinon, tu peux aussi, comme on est en 2.0, tu peux retrouver toutes ces informations sur le site internet. Il y avait beaucoup d'éléments. Nous n'avons à aucun moment minimisé la réalité de l'inégalité de l'accès aux soins dans les territoires en regardant plusieurs critères, notamment le critère de la répartition des médecins. Mais une des positions fortes de l'ISNAR, c'est qu'il faut effectivement se battre pour améliorer cette répartition des médecins et que ça doit se faire par des mesures réellement efficaces. Et l'exemple de l'Aveyron nous a montré que l'incitation était efficace. L'exemple de l'Allemagne nous a montré que le conventionnement sélectif ne l'était pas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Oui, bonjour. Je me présente rapidement. On représente le département de la Lozère, qui, comme l'Aveyron et même un petit peu avant, avait déjà mis en place des actions, puisqu'on est partenaire de l'ISNAR depuis 9 ans maintenant, où on vient sur le congrès pour rencontrer les internes. Et en dehors des mesures incitatives que l'on propose au niveau de la Lozère, qui est le département certes le mieux peuplé de France, mais le plus beau de France, je voulais simplement vous dire que ce que l'on prend en compte aussi, c'est le cadre de vie, qui est aussi important que le cadre professionnel. Et on a également une chargée de mission, qui, je ne sais pas où elle est partie, qui est derrière moi, qui est là pour accueillir les jeunes médecins qui veulent s'installer et les aider dans l'installation, que ce soit professionnel, mais également pour la famille. Parce que c'est important, un médecin qui s'installe, si le conjoint n'est pas dans le métier également, bien souvent il part parce que le conjoint n'a pas trouvé de travail. Et on essaie de s'atteler au niveau du département de la Lozère à cette problématique. Et donc on vous accueillera bien volontiers sur le stand de la Lozère, dans l'espace exposant. Merci. Merci beaucoup et bien évidemment, nous vous invitons, vous les internes, à aller voir les différents conseillers pour avoir de plus amples informations sur les mesures incitatives proposées. Merci. On a encore le temps pour une remarque éventuellement, s'il y en a une. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord du panorama que vous avez tiré au nom du Conseil national de l'ordre et au nom de notre expérience départementale. Je voudrais rappeler la pertinence de ce que vous avez souligné. D'abord en rappelant le rôle de votre ordre professionnel qui est de veiller lors de l'inscription des médecins, qui est de droit évidemment, à leur qualité de compétences professionnelles, de compétences linguistiques le cas échéant, de probité, de dévouement et de moralité. En aucun cas, cette inscription qui est de plein droit après un parcours universitaire complet ne peut être soumise à des conditions de répartition ou d'équipement du territoire finalement. Pour autant, l'ordre ne se désintéresse pas du tout de cette question. S'il a rappelé et s'il a démontré ou contribué à démontrer ce que vous avez dit, c'est-à-dire le caractère inefficace, voire contre-productif de mesures coercitives à l'installation, comment est-ce qu'on peut imaginer le colloque singulier entre un médecin obligé d'être là et le patient souffrant qui vient le consulter? C'est la première des questions qu'on pourrait se poser. Il n'en reste pas moins que les conseils départementaux sur le terrain sont sollicités pour trouver des solutions plus ou moins transitoires, favoriser l'assistanat, l'adjuvat de médecins pour passer un cap difficile dans un bassin de santé donné, et que chaque fois qu'on a réussi, souvent sous l'égide de l'ordre professionnel, a réussi à réunir autour de la table les médecins, les autres professionnels de santé
et éventuellement les représentants de l'État et de l'Agence régionale de santé, eh bien, en effet, des solutions concertées et choisies par chacun ont fonctionné et permis de franchir ces situations difficiles. Et je voudrais conclure en rappelant que, certes, les études de médecine en France sont prises en charge par l'État, c'est parfaitement juste, mais rappelez aussi que pendant leur internat, que ce soit en médecine générale ou dans les autres spécialités, je pense que nos jeunes collègues rendent bien ce qu'ils doivent à la collectivité en travaillant, non pas 48... En travaillant non pas 35 ou 48, mais souvent beaucoup plus d'heures par semaine, et en additionnant à cette charge matérielle la charge psychologique très intense qui, pour beaucoup d'entre eux, va créer des difficultés de santé, qu'elles soient somatiques ou psychologiques. Je crois que tout est dans la concertation, tout est dans la qualité des propositions qui sont faites aux jeunes professionnels, dont on vient d'entendre que beaucoup d'entre eux ne demandent qu'à travailler dans ces bassins dépeuplés, pas seulement dépeuplés de médecins, dépeuplés de postes, de cafés-tabac, de restaurants, de perception, de tous autres services publics qu'on aimerait trouver en tout point du territoire si c'était possible. Merci. Bon, eh bien, nous allons terminer ce point actu avec ces propos. Merci à tous pour votre attention et nous sommes disponibles si vous voulez en discuter davantage plus tard. Merci beaucoup.